Bienvenue sur Légende d'Acier, la chaîne où le fracas des batailles révèle les secrets les mieux gardés de l'histoire. Nous connaissons tous les noms des titans, le Tigre, le Sherman, le T-34, le Saumua. Des machines de guerre qui ont fait et défait des empires. Nous connaissons les noms des généraux qui les ont commandés et des ingénieurs célèbres qui les ont conçus dans des bureaux d'études immaculés. Mais que se passerait-il si je vous disais que le concept d'un char invincible, une machine si révolutionnaire qu'elle a changé la façon même de penser la guerre blindée, n'est pas né d'un comité d'experts, mais de l'obsession solitaire d'un homme que personne n'écoutait? Un homme sans diplôme, sans titre, un simple mécanicien de l'ombre, considéré par ses pairs comme au mieux un excentrique, au pire un fou. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'un général, mais d'un graisseur, un inconnu dont les mains sales ont dessiné une forteresse. C'est l'histoire incroyable de la folie d'un mécanicien inconnu qui, contre l'avis de tous, a donné naissance à un concept de char invincible. C'est le genre de récit qui prouve que les plus grandes révolutions commencent souvent dans un garage, et non dans un palais. Si vous aimez découvrir ces héros méconnus qui ont forgé la victoire dans l'anonymat, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Légende d'Acier, activez la cloche, et laissez-nous un j'aime pour soutenir notre quête. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. L'année est 1937. L'Europe n'est pas encore en guerre, mais elle retient son souffle, un silence métallique qui précède l'orage. En Suède, la neutralité est un acte de foi fragile, entouré par des voisins de plus en plus menaçants. À l'est, l'ours soviétique. Au sud, l'aigle allemand déploie ses ailes. L'armée suédoise est une relique, ses chars, des Stridsvagn obsolètes, à peine plus que des tracteurs blindés. C'est dans ce climat de peur sourde que travaille notre homme à l'usine Landsverk, à Landskrona. Il s'appelle Erik Stålis Andersson. Il n'est pas ingénieur. Il n'a pas fait l'Institut royal de technologie de Stockholm. Stålis, un surnom qui signifie l'acier, est mécanicien en chef de la maintenance. Il passe ses journées non pas à concevoir, mais à réparer. Il répare les prototypes que les jeunes ingénieurs arrogants dessinent. Il répare les boîtes de vitesse qui éclatent, les moteurs qui surchauffent, les suspensions qui se brisent. Et à force de réparer, Erik a développé une compréhension viscérale de l'échec. Il voit, mieux que personne, pourquoi les machines meurent. Ses mains sont un registre de cicatrices, chaque entaille une leçon apprise dans le cambouis et l'huile brûlante. Il déteste ce qu'il voit. Les ingénieurs de Landsverk, sous la direction du brillant Otto Merker, sont obsédés par les théories allemandes. Vitesse, puissance de feu, mobilité. Ils conçoivent des chars légers, rapides, avec un blindage vertical, mince, juste assez pour arrêter une balle de mitrailleuse. Ils pensent la guerre en termes de manœuvre. Erik, lui, pense en termes de survie. Stålis a une folie. C'est ainsi que les autres ouvriers l'appellent. Une obsession. Le soir, bien après que les sirènes de fin de poste ont retenti, il ne rentre pas chez lui. Il reste dans un coin froid de l'atelier de réparation, sous une ampoule nue. Là, il a un établi secret. Il ne dessine pas de plan. Il sculpte. Il sculpte dans l'argile, dans le bois, et parfois, il soude des morceaux de ferraille. Il ne sculpte pas un char. Il sculpte une forme inspirée par ce qu'il connaît le mieux, les forêts du Nord. Il a passé sa jeunesse comme bûcheron, et il se souvient des pierres des rivières, polies par l'eau, sur lesquelles rien ne peut s'accrocher, sur lesquelles tout glisse. Sa folie est une forme de goutte d'eau, un blindage sans une seule surface plane. Il est obsédé par l'idée qu'un obus ne doit jamais, jamais frapper une surface à 90 degrés. Il doit glisser. Il appelle ça le blindage déflecteur. Les ingénieurs qui passent le soir se moquent de lui. Alors, Stålis, tu nous fabriques une baignoire? Ou peut-être une nouvelle coque de bateau? Erik ne répond pas. Il continue de souder, créant des maquettes de tourelles qui ressemblent à des champignons d'acier, des coques qui ont l'air d'avoir fondu. Un jour, le drame éclate. L'armée suédoise a besoin d'un nouveau char pour contrer la menace des T-26 russes et des Panzer II allemands. Les ingénieurs de Landsverk présentent leur nouveau joyau, le L-60, un char léger, rapide, élégant. Lors de la présentation aux officiers de l'armée, l'ingénieur en chef, R. Bergman,
fait un discours brillant sur la mobilité stratégique. Eric est là, dans le fond, les bras croisés. Le char effectue ses manœuvres. Puis vient le test de tir. L'armée a insisté. Il tire sur une coque de L-60 sacrifiée, avec le petit canon anti-char de 37 mm de l'époque, à 300 mètres. Le résultat est terrifiant. Les obus ne ricochent pas. Ils percent le blindage vertical de 15 mm comme du beurre, envoyant des gerbes d'éclats mortels à l'intérieur. Les officiers sont blêmes. C'est un cercueil. Bergman, furieux de cet échec public, cherche un coupable. Son regard tombe sur Eric. « Anderson, vous étiez responsable de la préparation de la plaque d'essai. Vous l'avez maltraité ?» Eric s'avance. C'est la première fois qu'il ose parler. Sa voix est grave, lente. « La plaque est bonne, Herr Bergman. C'est votre conception qui est mauvaise. Elle est plate. Vous invitez l'obus à entrer. » Le silence est total. Un mécanicien vient d'insulter publiquement l'ingénieur en chef devant l'état-major. Bergman est livide. « Comment osez-vous, mécanicien? Vous êtes renvoyé. » Mais avant qu'Eric ne soit emmené, un vieux colonel, un homme du nom de Granhult, s'interpose. « Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire, elle est plate ?» Eric, sachant qu'il n'a plus rien à perdre, se rue vers son atelier. Il revient, portant l'une de ses folies. Une maquette en acier soudé, laide, bosselée, mais sans une seule surface verticale. « Ça, » dit-il en la posant lourdement sur la table. « Ça, c'est une armure. Tirez là-dessus. » Les ingénieurs ricanent. « C'est absurde. C'est inutilisable. L'espace intérieur est ridicule. C'est un cauchemar à produire. »« Peut-être, » dit Eric. « Mais c'est vivant. » Le colonel Granhult, intrigué par cette folie, ordonne le test. « Mettez-la sur le champ de tir. Même distance, même canon. » L'artilleur hausse les épaules. Il vise la forme bizarre, cette tortue d'acier. Il tire. L'obus frappe la plaque. Et ce qui se passe choque tout le monde. Au lieu d'un pang sec de pénétration, il y a un zazzieng aigu. L'obus, frappant l'angle extrême, est dévié, sa pointe en tungstène se brisant, et il ricoche vers le ciel, tournoyant comme un fou. L'artilleur tire à nouveau. Ziziying. Un autre ricochet. Il tire 5 fois. Pas une seule pénétration. Juste des cicatrices sur l'acier. Le colonel Granhult se tourne vers Bergman, son visage dur. « Expliquez-moi, Herr Bergman, pourquoi la folie de ce mécanicien, faite de ferraille, arrête-t-elle mes obus alors que votre char de production, qui coûte une fortune, ne le fait pas ?» Eric Stollis, Anderson, n'a pas été renvoyé ce jour-là. Il a été traîné dans le bureau de Granhult. Le colonel a fermé la porte. « Anderson, dit-il, ce que vous avez fait est une insulte à la hiérarchie. Mais cela pourrait nous sauver. Les ingénieurs disent que c'est impossible à construire en série. Ils disent que c'est une fantaisie. Prouvez-leur le contraire. Je vous donne le hangar B, celui des rebuts. Et je vous donne un mois. Faites-moi un prototype de tourelle. Pas une maquette, une vraie. Si vous réussissez, nous parlerons d'invincibilité. Si vous échouez, je vous envoie moi-même en prison pour insubordination. » La folie du mécanicien venait de recevoir sa première commande. Il n'allait pas seulement concevoir un char, il allait réécrire les lois de la survie. Le hangar B n'était pas un atelier, c'était un tombeau, un purgatoire industriel où les machines cassées et les idées mortes-nées attendaient la ferraille. La lumière du jour y pénétrait à peine, filtrée par des décennies de crasse sur les verrières. L'air y était glacial, immobile, sentant la rouille et l'huile rance. C'était l'antithèse absolue des bureaux d'études lumineux et chauffés de Herr Bergman, avec leurs planches à dessin immaculées et leurs rangées de règles à calcul. Bergman avait exulté en attribuant ce royaume à Eric Stollis Anderson. « Puisque vous aimez tant la ferraille, monsieur le mécanicien, avait-il ricané, vous serez chez vous. » Le colonel Granhult avait été clair, 1 mois pour une vraie tourelle, pas une maquette. Une pièce de plusieurs tonnes. Eric se tenait au milieu du hangar, seul, sa folie en argile à la main. Il n'avait pas d'équipe. Il n'avait pas de budget. Il n'avait que les rebuts. Il avait, cependant, quelque chose que Bergman n'avait pas, une connaissance intime de la fracture. Il savait comment le métal mourait. Maintenant, il devait apprendre à le faire vivre d'une manière nouvelle. Le problème fondamental, celui qui faisait rire les ingénieurs, était un cauchemar de production. L'industrie de 1937 pensait en 2 dimensions. On coupait des plaques de blindage, plates,
et on les assemblait avec des rivets ou des soudures, créant des angles. C'était comme construire une boîte. Eric, lui, voulait construire un galet. Sa forme, sa goutte d'eau, n'avait pas d'angle, pas de surface plane. C'était une courbe continue, complexe. Comment fabriquer cela? On ne pouvait pas plier une plaque de 50 mm d'acier trempé comme du papier. On ne pouvait pas la forger. La presse de l'usine n'était pas conçue pour des formes aussi organiques. La seule solution, Eric le sentait dans ses os, était celle des anciens. La fonderie. Il n'allait pas assembler une tourelle. Il allait la couler. Il allait la couler d'une seule pièce. C'était une idée si radicale pour l'époque qu'elle en était blasphématoire. Couler une pièce de blindage aussi massive et complexe? Les ingénieurs savaient que c'était impossible. La coulée créait des faiblesses, des bulles d'air, des tensions internes. L'acier laminé et forgé était la seule norme pour le blindage de qualité. Il est encore plus fou que je ne le pensais, gloussa Bergman en apprenant la nouvelle par ses espions de l'atelier. Il va nous couler une ancre de bateau, pas une tourelle. Mais Eric, le mécanicien bûcheron, pensait différemment. Il pensait au granit de sa forêt natale, une pierre née du feu et de la pression, solide parce qu'elle était une. Il lui fallait une équipe. Il ne pouvait pas demander d'aide officielle. Alors il recruta les autres invisibles. Il y avait Gamle, Sven, le vieux fondeur, mis au rebut parce qu'il buvait trop et qu'il se fiait à la couleur de la flamme plutôt qu'au pyromètre moderne. Il y avait les frères Larsson, 2 soudeurs géants, silencieux comme des ours, qui passaient plus de temps à réparer les machines qu'à les utiliser. « On va couler de l'acier », leur dit Eric. Sven cracha son tabac. « Couler quoi? Une tourelle? Stolis, tu as sniffé trop de vapeur de solvant. On ne coule pas une armure, on la forge. C'est la loi. »« Alors on va changer la loi, Sven, » répondit Eric. « J'ai besoin de ton œil. J'ai besoin que tu sentes le métal. » L'obsession d'Eric était contagieuse. C'était la première fois que quelqu'un demandait à ses hommes leur savoir-faire, et non pas seulement leur force de travail. Ils commencèrent. Le premier défi, le moule. Il fallait un moule capable de résister à des tonnes d'acier en fusion, tout en reproduisant la courbe parfaite de sa goutte d'eau. Eric n'avait pas de sable de fonderie de précision. Il avait de la terre glaise, des briques cassées et de la vieille ferraille. Lui et les frères Larsson passèrent une semaine, dans le froid mordant du hangar B, à construire le moule femelle, une cavité dans le sol, renforcée de poutrelles volées. Ils sculptèrent le noyau, la partie qui créerait l'espace intérieur de la tourelle, avec un mélange secret de sable, de mélasse et de vieille paille, une recette de grand-père de Sven. C'était de la sorcellerie. Pendant ce temps, Bergman s'assurait qu'aucun acier de qualité n'atteigne le hangar B. Anderson veut de la ferraille? Donnez-lui la pire, ordonna-t-il. Donnez-lui les copeaux d'usinage rouillés, les vieux blocs moteurs. Donnez-lui ce que même les ferrailleurs refusent. Le camion Béna, une montagne de rouille et de métal contaminé à l'entrée du hangar B. Eric regarda le tas, un rictus aux lèvres. C'est parfait. Sven était horrifié. C'est du poison. C'est plein de soufre, de phosphore. Le blindage sera cassant comme du verre. Pas si on le brûle, dit Eric. On va le surcuire. On va le purifier par le feu. Ils utilisèrent le vieux four Cubilo abandonné au fond du hangar, un four d'avant la Première Guerre mondiale. Sven et lui passèrent 24 heures à cuisiner la charge, ajoutant du calcaire pour absorber les impuretés, du manganèse qu'Eric avait récupéré dans l'entrepôt des alliages. Sven, les yeux plissés, regardait la flamme. Pas encore. Pas encore. Maintenant. La première coulée fut un désastre apocalyptique. L'acier en fusion, trop chaud, trop impur, frappa le moule humide. Une explosion de vapeur projeta du métal en fusion sur les murs. Les hommes durent fuir pour sauver leur vie. Quand la fumée se dissipa, le moule était fendu, et la pièce était une masse informe de métal boursouflé. L'échec était total. Bergman arriva le lendemain matin, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, Stolis, c'est ça, l'invincibilité ? On dirait une bouse de vache métallique. Le colonel Granult sera ravi d'apprendre que vous avez failli brûler l'usine. Vous avez une semaine avant la fin du délai. » Le départ de Bergman fut suivi d'un silence de mort. Les frères Larsson s'assirent sur une enclume, la tête entre les mains. Sven sortit une flasque. C'était fini. Mais Eric,
Eric regardait l'échec. Il touchait le métal refroidi. Il voyait les fractures, et il comprenait. Le problème n'était pas la chaleur. C'était le refroidissement. Sa forme était trop parfaite. L'extérieur, plus fin, refroidissait trop vite, tandis que le cœur, massif, restait en fusion. Le métal se déchirait de l'intérieur en se solidifiant. C'est comme un arbre, marmonna-t-il. Si l'écorce gèle mais que la sève est chaude, il éclate. Il lui fallait un moyen de contrôler le refroidissement. Il lui fallait un moyen de répartir la chaleur. Et les ingénieurs, avec leurs calculs, n'avaient pas la réponse. Eric la trouva en regardant une araignée tisser sa toile dans un coin du hangar. Structure. Il avait besoin de structure. Il se remit au travail, une fureur froide dans les yeux. Il n'essaya pas de refaire le même moule, il le modifia. Il ajouta quelque chose d'inouï. À l'intérieur du noyau, il sculpta des nervures, des renforts internes, comme les arches d'une cathédrale gothique ou les branches d'une feuille. Ces nervures n'étaient pas pour la solidité. Le blindage était déjà assez épais. Elles étaient pour la fonderie. Elles agiraient comme des canaux, distribuant le métal en fusion plus uniformément, et surtout, elles agiraient comme des dissipateurs de chaleur interne, forçant la masse à refroidir à une vitesse plus homogène. C'était une solution d'une ingéniosité folle, une solution qu'aucun ingénieur n'aurait jamais pu calculer, une solution née de l'observation de la nature. Il ne leur restait que 3 jours. Sven était sceptique. Des nervures, Stolis, tu vas juste créer plus de points de faiblesse. Non, dit Eric. On va donner au métal un chemin à suivre. On va le guider. Ils n'avaient plus assez de ferraille de qualité. Ils durent utiliser les restes de la première coulée ratée, les morceaux les plus contaminés. C'était leur dernière chance. La nuit de la deuxième coulée, le hangar B ressemblait à une scène de l'enfer de Dante. Le four rugissait. Sven hurlait ses ordres. Les frères Larsson, protégés par des plaques de tôle tenues à la main, guidaient le torrent de métal blanc aveuglant dans le nouveau moule. Cette fois, pas d'explosion. Juste un gargouillis profond, comme un géant qui avale. Puis, le silence. Le plus dur commença. L'attente. Ils durent attendre 2 jours complets, laissant le moule monstrueux refroidir lentement, couvert de sable et de scories. Si un seul courant d'air froid le touchait, il se fissurerait. Le matin du dernier jour, le colonel Granhult et Herr Bergman arrivèrent. « Alors, Anderson ?» demanda le colonel, sa voix neutre. « Avez-vous votre vraie tourelle ou juste une autre sculpture ratée ?» Bergman souriait déjà. Eric, les yeux rougis par 72 heures sans sommeil, fit un signe aux frères Larsson. Devant les officiers, ils prirent des masses et commencèrent à briser le moule en briques et en terre glaise. La croûte extérieure tomba, révélant la forme. Elle était là. Elle n'était pas belle. Elle était brutale. Elle était sombre, presque noire, sa surface granuleuse comme la peau d'un requin. Elle n'avait pas les lignes épurées d'une pièce usinée. Elle avait l'air organique. Une seule pièce de métal, sans soudure, sans rivet, sans joint. Une goutte d'acier solide de 5 tonnes. Bergman s'arrêta de sourire. Il s'approcha, sortit un petit marteau de géologue de sa poche, un outil qu'il utilisait pour tester la dureté, et frappa la tourelle. Au lieu d'un clic sec ou d'un tut sourd indiquant une fissure, la tourelle émit un son. Un bébiou-jing, profond, clair, long, comme une cloche d'église. Un son d'une pureté et d'une solidité absolue. Le métal était parfait. Le mécanicien raté venait de réussir l'impossible. Maintenant, dit Eric à Granhult, sa voix brisée par la fatigue et la fumée. Tirez dessus. Le champ de tir de Landsverk n'avait jamais connu une telle tension. Le silence était absolu, brisé seulement par le vent froid de Scanie qui sifflait à travers les pins. La cloche, comme les ouvriers l'avaient surnommée, était posée sur un simple berceau en bois. Elle n'était pas peinte. Sa peau sombre, presque calcinée par la fonderie, absorbait la lumière grise du matin. Elle avait l'air ancienne, comme un artefact viking déterré, un heaume de géant. Herr Bergman, l'ingénieur en chef, avait retrouvé son assurance. Il tenait un carnet et un chronomètre, prêt à documenter l'échec inévitable. « La fonderie crée des micro-fissures, colonel », expliquait-il à Granhult d'une voix professionnelle.
La structure cristalline est aléatoire. Quand l'obus frappera, l'impact se propagera et la pièce se fendra comme de la glace. C'est de la métallurgie de base. Le colonel Granhult l'ignora. Il regardait Eric Stollis Anderson. Le mécanicien se tenait à l'écart, les bras croisés, son visage impassible, couvert de suie. Il ressemblait plus à un mineur rescapé d'un coup de grisou qu'à un concepteur de blindés. « Anderson, » dit le colonel. « Où voulez-vous qu'il tire ?» Eric désigna la courbe la plus prononcée de la tourelle, le front de sa goutte d'eau. Là, visez le centre, ne le manquez pas. C'était un défi. Viser le centre d'un blindage est un suicide pour le projectile, mais un test ultime pour le métal. L'artilleur du canon anti-char de 37 mm, le même qui avait perforé la plaque du L-60 comme du carton, haussa les épaules. Il était à 200 mètres, une distance à bout portant. « Feu !» ordonna Granhult. Le coup partit. Sec, brutal. Crac. L'obus traceur fila droit. Et ce qui suivit ne fut pas une pénétration. Ce fut une explosion de lumière. Au lieu du pangemat d'un impact absorbé, il y eut le ZZZNGGG, le plus aigu que quiconque ait jamais entendu. L'obus, frappant la courbe extrême, fut vaporisé. Sa pointe en tungstène, incapable de mordre le métal, glissa et se désintégra en une gerbe d'étincelles blanches. La tourelle, elle, résonna. Le bioung, profond, comme la cloche d'une cathédrale, roula sur le champ de tir. Quand le son s'éteignit, il n'y avait qu'une éraflure brillante sur le métal sombre. Une simple balafre. Bergman cessa d'écrire. Un coup chanceux, marmonna-t-il. L'angle était trop parfait. Tirez à nouveau, plus bas, sur l'épaule. L'artilleur obéit. Crac. Zii. Le même résultat. L'obus fut dévié vers le sol, où il explosa dans un geyser de terre. Encore, hurla Bergman, sa voix devenant stridente. Crac. Zing. Crac. Zing. Ils tirèrent 10 coups, 10 ricochets, 10 balafres brillantes sur la peau de la cloche, qui chantait son invulnérabilité à chaque impact. Les artilleurs se regardaient, incrédules. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils gaspillaient des munitions. « C'est une farce !» s'écria Bergman, son visage devenant rouge. Ce 37 mm est un jouet. La menace réelle, ce sont les nouveaux 50 mm allemands, le PaK 38 et les 76 mm russes. Cette chose ne tiendra jamais contre un vrai canon. Le colonel Granhult plissa les yeux. « Vous avez raison, Bergman. C'est injuste. » Il se tourna vers le chef du polygone de tir. « Major, amenez le monstre. » Bergman devint blême. Le monstre était le surnom du nouveau canon anti-aérien Bofors de 75 mm, une pièce magnifique, capable d'envoyer un obus à haute vélocité à des milliers de mètres d'altitude. C'était l'arme la plus puissante dont disposait la Suède. L'utiliser en tir direct sur une cible à 300 mètres était un acte de destruction pure. C'était un assassinat. « Colonel, c'est de la folie !» protesta Bergman. « Aucun blindage au monde ne peut résister à ça à cette distance. Vous allez la pulvériser. »« C'est ce que vous prétendiez, n'est-ce pas ?» répondit Granhult, glacial. « Qu'elle allait se fendre comme de la glace. Prouvez-le. » Il fallut 1 heure pour mettre le canon en position. Les hommes étaient nerveux. C'était comme utiliser un marteau de forge pour écraser une noix. Eric, lui, n'avait pas bougé. Il regardait sa création. Il était terrifié, mais il sentait les nervures de renfort qu'il avait cachées à l'intérieur. Cette structure d'araignée conçue pour disperser le choc. « Tiens bon », pria-t-il en silence. Le major fit évacuer la zone de tir. L'explosion du Bofors fut assourdissante, un KRA-Koum qui fit trembler le sol. L'obus, une masse d'acier filant à près de 900 mètres par seconde, frappa la tourelle en plein centre. Cette fois, il n'y eut pas de ZZZINNGG. Il y eut un GG cataclysmique, un son si brutal qu'il sembla fendre l'air lui-même. La tourelle de 5 tonnes fut soulevée de son berceau en bois et projetée 2 mètres en arrière, où elle retomba lourdement dans la boue. Un nuage de fumée et de poussière enveloppa tout. Bergman avait un sourire triomphant. « Je vous l'avais dit, pulvérisé. » Mais quand la fumée se dissipa, le silence tomba. Un silence de stupeur. La tourelle était là, intacte. Elle n'était pas fendue. Elle n'était pas brisée. Elle n'était même pas déformée.
Là où l'obus de 75 mm avait frappé, il y avait un copeau. L'obus, au lieu de pénétrer, avait creusé une dépression de la taille d'une assiette, avant d'être lui-même brisé en 1000 morceaux par la dureté de la fonte impure d'Eric. Le blindage avait cédé plastiquement sur quelques centimètres, absorbant l'énergie cinétique colossale, mais les nervures internes de Stolis avaient empêché le choc de se propager. Le métal avait ployé, mais il n'avait pas rompu. Le colonel Grenhult s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal sauvage. Il toucha le bord du cratère. Le métal était si chaud qu'il le brûla, mais il ne retira pas sa main gantée. Il se tourna vers Eric. Son visage n'exprimait plus l'intérêt, mais la crainte. « Anderson, » dit-il, sa voix basse, « qu'avez-vous créé ?» Eric déglutit, la gorge sèche. « Une armure, colonel, comme je vous l'avais dit. » Bergman, lui, était en état de choc. Il regardait ses propres plans pour le L-60, ses belles lignes droites, ses angles parfaits. Il les déchira lentement en deux. Toute sa science, toute sa formation, toute son arrogance venaient d'être réduits à néant par un mécanicien têtu, un four du 19e siècle et une recette de fondeur ivrogne. Grenhult regarda la tourelle invincible, posée dans la boue. « C'est magnifique, Anderson. C'est un miracle. Mais c'est inutile. » Eric sentit son cœur s'arrêter. « Inutile, mon colonel. Une tête invincible sur un corps en carton, ça ne sert à rien. Les Allemands ne viseront pas la tourelle. Ils viseront la caisse. Et la caisse, c'est la conception de M. Bergman. » Grenhult se tourna vers Eric, ses yeux gris acier le fixant. « Je ne veux pas d'une tourelle invincible, Anderson. Je veux un char invincible. Pouvez-vous me construire une coque qui corresponde à cette tourelle? Une coque basée sur votre folie? Pas de plaque plate, pas d'angle, juste des courbes, comme un galet, comme votre tortue. » C'était un ordre impossible. Couler une tourelle de 5 tonnes était une folie. Couler une coque de 20 tonnes, d'une seule pièce, était un fantasme qui défiait les lois de la physique et de l'industrie. Eric Stolis, Anderson, le mécanicien inconnu, venait de se voir confier le destin de l'armée suédoise. Il n'avait pas seulement gagné son pari, il avait déclenché une révolution qu'il était maintenant terrifié de devoir mener. La victoire sur le champ de tir avait été enivrante. Le son du Bofors de 75 mm s'écrasant sur sa cloche était la plus douce musique qu'Eric Stolis Anderson ait jamais entendue. Mais la réalité qui le frappa le lendemain matin dans le hangar B fut plus froide et plus dure que l'acier qu'il vénérait. Le colonel Grenhult n'avait pas plaisanté. Sur son établi, épinglé avec un couteau de mécanicien, se trouvait un ordre de mission officiel, signé du sceau de l'armée, développement et production d'un prototype de coque Stridsvagn, concept Anderson, coque et tourelle en fonte monobloc. En dessous, au crayon, Grenhult avait ajouté un mot, invincible. C'était un arrêt de mort. Couler une tourelle de 5 tonnes était un exploit d'artisan. Un coup de chance de fondeur ivre. Couler une coque de 20 tonnes, une baignoire de 6 mètres de long, aux formes complexes, tout en respectant les tolérances pour le moteur, la transmission et le puits de tourelle. Ce n'était pas de l'artisanat. C'était un défi aux lois de la physique. Sven, le vieux fondeur, devint sobre pour la première fois depuis une décennie en voyant l'ordre. « Stolis, » dit-il, sa voix tremblant. « Ce n'est pas possible. Tu le sais, personne n'a jamais fait ça. » Le refroidissement, le scrat, le rire du métal. Le scrat était le terme des anciens fondeurs pour désigner le bruit d'une pièce massive qui se fissure en refroidissant. Un ting cristallin, suivi d'une fracture en toile d'araignée. Le son de milliers d'heures de travail anéanties en une seconde. Une pièce de 20 tonnes se contracterait de plusieurs centimètres en refroidissant. Les angles se fendraient, le fond se bomberait. Ce serait un monstre difforme et cassé. Eric était terrifié. Sa folie l'avait rattrapé. Il avait prouvé que sa forme était invincible, mais il devait maintenant prouver qu'elle était fabricable. Et il n'avait aucune idée de comment s'y prendre. L'échec de la première tourelle, l'explosion de vapeur, lui revint en mémoire. La chaleur et le refroidissement. Herr Bergman, sentant le sang, ne se priva pas de venir le narguer. Il n'attaqua pas Eric, mais ses hommes. « Alors, Sven, » dit-il en passant dans le hangar B, « vous allez nous couler un cuirassé ici. J'espère que vous avez prévenu les pompiers. Et vous, Larsson, » dit-il aux deux frères géants, « préparez vos masses. Il y aura beaucoup de ferraille à briser. »
L'arrogance de Bergman eut l'effet inverse. Elle solidifia l'équipe. C'étaient eux, les invisibles, les ratés du hangar B contre les ingénieurs au col blanc. Va-t'en, Bergman, grogna l'un des frères Larson, une première. On a du travail. Eric passa une semaine dans le hangar, ne dormant pas. Il ne dessinait pas, il marchait. Il marchait autour de l'espace vide, là où la coque devrait être. Il pensait, non pas comme un ingénieur, mais comme un mécanicien. Comment assemble-t-on quelque chose de trop gros? On le fait en morceaux. Mais les morceaux, c'était la solution de Bergman. Des plaques, des soudures, des faiblesses. Il fallait qu'elles soient une. L'idée lui vint en réparant la vieille grue à vapeur du hangar. Une chaîne, un maillon, un autre maillon. Ils étaient inséparés, mais liés. Et si on ne coulait pas la coque en une fois, mais en sections? Des sections qui s'emboîteraient? Non, pas s'emboîter. Qui seraient fusionnées? Il se souvint d'une technique vue sur le chemin de fer pour réparer un rail cassé. La soudure par termite. On alignait les deux bouts, on construisait un moule en argile autour, et on y versait du métal en fusion, de l'acier créé par une réaction chimique. Les deux bouts et le nouveau métal ne faisaient plus qu'un. C'était une folie. Une soudure de réparation de 10 cm, c'était une chose. Fusionner des sections de blindage de plusieurs tonnes. Sven, hurla-t-il, au milieu de la nuit. Viens voir. Il dessina à la craie sur le sol en béton. Pas une coque. 3 morceaux. 1. Le museau. Le glacis avant. On le coule en premier, avec la forme parfaite de la goutte d'eau. 2. La baignoire. Le compartiment de combat. 3. La poupe. Le compartiment moteur. Sven secoua la tête. Et tu vas les souder? Tu es stupide? La soudure sera le point le plus faible. Un obus de 37 mm la fera éclater comme une noix. On ne va pas les souder, Sven, dit Eric, ses yeux brillant d'une lumière fiévreuse. On va les marier, on va les recouler ensemble. Le plan était dément. 1. Couler les 3 sections séparément, dans des moules au sol. 2. Les laisser refroidir juste assez pour être solides, mais encore rouge sombre. 3. Les déplacer avec la grue pour les aligner dans un 4e et gigantesque moule, le moule final, en laissant un espace de 10 cm entre chaque section. 4. Et là, la folie pure. Verser de l'acier en fusion, son acier au manganèse, dans ces espaces. Le métal en fusion des sections, encore rouge, fusionnerait avec le nouveau métal. Il n'y aurait pas de soudure. Il y aurait continuité. La coque serait structurellement monobloc, mais coulée en 4 étapes. Sven le regarda longuement. « Stolis, dit-il, il te faut 2 fours pour ça. Un pour les pièces, un pour la fusion. Et il faut le faire en même temps, sinon la différence de température fera tout éclater. Alors on utilisera les 2 vieux fours. On va les relier, dit Eric. Les relier? Sven crut qu'il devenait fou. Si on fait ça, si un four souffle dans l'autre, on fait sauter tout le hangar. C'est le seul moyen, dit Eric. Le colonel Granhult, mis au courant, fut horrifié par le risque. Mais il était pris au piège. Il donna son accord. Le hangar B devint une fourmilière en état de siège. Bergman, furieux de voir 2 fours réquisitionnés, coupa les approvisionnements en charbon de qualité. « Qu'il brûle du bois vert », ricana-t-il. Eric et ses hommes passèrent un mois à faire l'impensable. Ils creusèrent les moules gigantesques dans le sol argileux du hangar, les renforçant avec des rails de chemin de fer. Ils réparèrent les 2 fours antiques, les jumeaux, comme ils les appelaient. Sven, l'ivrogne, devint un grand prêtre du feu, supervisant le séchage des moules, calculant ses charges de ferraille impures, ses épices de manganèse et de nickel volé. Le jour du grand mariage, comme il l'appelait, l'air était électrique. L'usine entière s'était arrêtée. Des centaines d'ouvriers regardaient à distance, derrière des barricades de sacs de sable. Bergman était là, avec ses ingénieurs, carnets à la main, attendant la catastrophe. Les jumeaux rugissaient. Sven et Eric, ruisselants de sueur, protégés par des manteaux d'amiante détrempés, coordonnaient la première coulée. Le museau fut coulé, puis la baignoire, puis la poupe. La chaleur dans le hangar était telle que la graisse sur les poutres du plafond se mit à fondre et à pleuvoir. Les pièces refroidirent pendant 12 heures, jusqu'à ce qu'elles ne luisent plus que d'un rouge cerise sombre. « Maintenant !» hurla Eric.
La grue, gémissant sous le poids, souleva le museau de 10 tonnes. L'un des frères Larson le guida dans le moule final. Un travail d'une précision millimétrique, ses mains protégées par de simples planches de bois qui fumaient au contact de la chaleur. Puis la baignoire. Puis la poupe. Les 3 pièces étaient alignées, 3 géants rouges attendant leur union. « Sven !» cria Eric. « Le feu du mariage !» Sven ouvrit la vanne du deuxième four. Le torrent d'acier blanc, plus chaud que le premier, plus pur, s'écoula dans les canaux de 10 centimètres. Il y eut un sifflement assourdissant, une explosion de vapeur quand le métal en fusion toucha les moules. L'air se remplit d'une lumière aveuglante. Le sol trembla. Bergman fit un pas en arrière, certain que l'explosion était imminente. Mais rien n'explosa. Le métal remplit les joints. Et le silence, ou presque, revint. Seul le bruit du feu et le lent gargouillis du métal en fusion se faisaient entendre. « C'est fait », dit Sven, s'effondrant sur un banc. Mais Eric ne bougeait pas. Le plus dur commençait, le refroidissement, le scrat. « Enterrez-la » ordonna-t-il. Des camions déversèrent des tonnes de sable sec sur le moule, l'enterrant sous une montagne de 2 mètres de haut, pour piéger la chaleur, pour forcer la coque à refroidir aussi lentement que possible. 1 semaine, 2 semaines. Pendant 15 jours, le hangar B fut silencieux. Personne n'avait le droit d'approcher. Eric dormait là. Il posait son oreille sur le sable, écoutant. Il écoutait le métal vivre, se contracter. Il écoutait le redouté rire du métal. Il n'entendit rien d'autre que le lentassement du sable. Le 15e jour, Granult et Bergman revinrent. Les ouvriers, armés de pelles, commencèrent à déterrer le monstre. Le sable était encore chaud. La coque apparut. Elle était noire. Sa forme était parfaite. Le museau, la baignoire et la poupe n'étaient plus. Il n'y avait qu'une seule pièce, un galet d'acier de 20 tonnes. Les joints de fusion étaient invisibles. Parfait. Eric Stollis Anderson avait accouché de son Léviathan. Il avait réussi. Il avait créé un corps pour son âme invincible. Le hangar B était devenu un sanctuaire. Le Léviathan de 20 tonnes, la coque monobloc, reposait sur des cales, sa peau sombre et granuleuse absorbant la faible lumière. Elle était magnifique. Elle était terrifiante. Et elle était incomplète. Le triomphe d'Eric Stollis Anderson fut de courte durée. Herr Bergman, bien que publiquement humilié, n'avait pas abdiqué. Il avait trouvé une nouvelle faille, une faille logique, imparable. Il attendit la visite d'inspection du colonel Granhult, accompagné cette fois d'une délégation de politiciens de Stockholm, les hommes qui tenaient les cordons de la bourse. « Messieurs, » commença Granhult, sa fierté évidente, « je vous présente la coque Anderson, l'avenir de la survie sur le champ de bataille. » Les politiciens étaient impressionnés, tapotant le métal froid. C'est alors que Bergman intervint. Sa voix n'était pas moqueuse cette fois, mais doucereuse, empreinte d'une fausse pitié. C'est un exploit de fonderie, sans aucun doute, un véritable monument. Mais c'est exactement ce que c'est, messieurs. Un monument, une statue. Car il y a un problème que le mécanicien Anderson, dans sa folie de la forme, a oublié. Il se tourna vers Eric. Vous avez coulé un bloc solide, mais un char, Anderson, c'est une machine. Où est le puits de tourelle? Comment allez-vous usiner un cercle parfait de 2 mètres de large, avec une tolérance au 10e de millimètre, sur un monstre de fonte brute de 20 tonnes, votre cloche ne s'adaptera jamais. Elle ne tournera jamais. Et où est le moteur? Quel moteur? Aucune de nos transmissions standards ne s'alignera sur cette coque tordue. Il avait raison. C'était un coup de maître. Eric avait créé une armure impénétrable, mais il avait créé un bunker. Pas un char. La folie était allée trop loin. Granult regarda Eric, son visage durci par le doute. « Eh bien, Anderson, vous nous avez construit une ancre de marine. » Eric sentit le sang quitter son visage. Il n'y avait pas pensé. Il avait pensé à la survie, pas à la mécanique. Il n'avait pas de réponse. C'est alors que Sven, le vieux fondeur, s'avança, sa flasque posée. « Si, il y a pensé, » grogna-t-il. « Il y a pensé avant même de couler. N'est-ce pas, Stollis ?» Eric, surpris, regarda son ami, qui lui fit un clin d'œil presque imperceptible. Sven mentait, mais il lui offrait du temps. Eric comprit. Il se redressa. « Bien sûr, Herr Bergman, l'usinage, c'est la prochaine étape. »« L'usinage » ricana Bergman. « Il n'y a pas de tour verticale dans toute la Suède capable de supporter une telle pièce.
C'est impossible. Alors on va en construire un, dit Eric. Ce fut le deuxième miracle du hangar B. La folie du mécanicien devait s'étendre. Si la machine n'existait pas, il fallait l'inventer. Pendant 2 mois, Eric, Sven et les frères Larsson, au lieu de travailler sur le char, construisirent l'outil pour le construire. Ils prirent le moteur d'un vieux sous-marin diesel mis au rebut. Ils fabriquèrent un bâti gigantesque, soudé aux poutres maîtresses du hangar. Ils créèrent un tour vertical artisanal, une machine si monstrueuse et si dangereuse qu'elle faisait trembler tout le bâtiment. Bergman écrivit des mémos furieux sur la sécurité, mais Granhult, jouant sa propre carrière sur ce projet, lui ordonna de se taire. Le jour de l'usinage, la grue souleva la coque de 20 tonnes et la plaça sur le plateau tournant du tour artisanal. Eric lui-même, les mains sur les commandes, prit le burin de coupe, un outil de la taille d'un bras d'homme, qu'il avait forgé lui-même. Sous une pluie d'étincelles et un hurlement de métal torturé, il commença à tailler le cercle parfait du puits de tourelle. Ce fut un travail de 8 jours, 24 heures sur 24. Les frères Larsson se relayaient pour refroidir l'outil à l'eau, tandis qu'Eric, sans dormir, guidait la coupe, ses mains sentant la moindre vibration, le moindre risque de fissure. Enfin, le clang final. Le cercle était parfait. Bergman, qui avait observé chaque seconde, repartit sans un mot. Puis vint la cloche, la tourelle. Elle fut descendue par la grue. Des tonnes d'acier suspendues à un fil. Elle s'engagea dans le puits de tourelle et glissa dans son logement avec le sifflement doux de l'acier usiné rencontrant l'acier usiné. Elle s'arrêta. Un silence. Eric appuya sur le moteur de rotation de la tourelle. Dans un grognement électrique, la tourelle de 5 tonnes, la cloche invincible, pivota doucement à 360 degrés. Le monstre avait une tête. Et le cœur ? Murmura Granhult. Le problème du moteur. Eric n'essaya pas de copier les V12 compliqués de Bergman. Il retourna à sa philosophie. La fiabilité. Il prit 2 moteurs de camion Scania Vabis, simples, robustes, refroidis par eau. Mais ils n'étaient pas assez puissants. Alors, il fit une autre folie. Il les combina. Il passa des semaines à concevoir un carter de transmission unique, un Igni mécanique, qui fusionnait la puissance des 2 moteurs en un seul arbre de transmission. C'était lourd, c'était bruyant, c'était une abomination d'ingénieur. Mais, comme le lui fit remarquer Sven, si un moteur tombe en panne au combat, Stolis, il reste l'autre. Il rentrera chez lui, lentement, mais il rentrera. C'était un char construit sur la survie. Printemps 1939, 1 an après la première maquette en argile. Sur le polygone d'essai, 2 chars se tenaient côte à côte. D'un côté, le nouveau L-62, la fierté de Bergman, rapide, armé d'un nouveau canon, l'évolution finale de la pensée conventionnelle. De l'autre, le Stolizen, comme les ouvriers l'appelaient, le faucon d'acier. Il était bas, trapu, ses courbes semblaient organiques. Il était plus lent que le L-62, mais quand il se déplaçait, le sol tremblait. Le test final fut ordonné par Granhult, l'épreuve ultime de la folie. Tirez dessus, dit-il, mais cette fois, avec l'équipage. C'était un meurtre. Bergman protesta, non par humanité, mais par procédure. Eric dit, je serai dedans. Non, dit Granhult. Mais il nous faut un volontaire. Le plus jeune des frères Larsson, Olof, celui qui avait guidé la coque en fusion, s'avança. Je lui fais confiance. J'ai vu comment il l'a construit. Il se glissa à l'intérieur et verrouilla l'écoutille. Le silence était total. 37 mm, ordonna Granhult. Crac. Zing-ji. Le ricochet. Un clang étouffé se fit entendre de l'intérieur. La radio crachota. La voix d'Olof, tremblante. Fort, très fort. Mes oreilles sifflent, mais je vais bien. La peinture à l'intérieur a sauté, mais le métal a tenu. Bergman était livide. C'est un jouet, le Beaufort. Utilisez le Beaufort. C'était de la folie. Tirer avec un canon de 75 mm sur un homme dans une boîte en acier. Faites-le, crachota la radio. C'était Olof. L'ordre fut donné. L'explosion du Beaufort fut, comme la première fois, cataclysmique. Le GGGU-NEN-GGG de la coque et de la tourelle fusionnant dans un seul son de cloche d'enfer. Le char entier fut secoué par l'impact. L'antenne radio fut arrachée. Le silence. Cette fois, un silence de mort. Bergman souriait.
Eric tomba à genoux, son front contre la terre. Qu'ai-je fait? La tourelle ne bougeait pas. La radio était muette. 1 minute passa. Une éternité. Puis un grincement métallique. L'écoutille du chef de char pivota lentement. Olof Larsson émergea. Il était couvert de poussière de peinture. Il saignait du nez et des oreilles, sourd à cause de la concussion. Mais il était vivant. Il leva la main, et dans son poing, il tenait un morceau de métal déformé. L'épaulière. L'obus avait frappé si fort que la paroi intérieure s'était déformée de plusieurs centimètres, mais les nervures de folie d'Eric avaient absorbé l'énergie. Le blindage n'avait pas rompu. Le char était invincible. Ce jour-là, la production de tous les autres chars suédois fut arrêtée. La folie d'Eric Andersson devint le Stridsvagn S, la sentinelle du Nord. Elle ne combattit jamais sur les grands champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, car sa simple existence, ce monstre invincible tapi dans les forêts suédoises, devint le pilier de la neutralité du pays. Les Allemands n'osèrent jamais envahir. Les Soviétiques non plus. Eric Stolis, Andersson, refusa toute promotion. Il resta mécanicien en chef du hangar B, transformé en centre de recherche top secret. L'histoire n'a pas retenu son nom. Elle a retenu le T-34, dont les ingénieurs russes avaient entendu parler de la folie suédoise du blindage incliné et coulé. Elle a retenu les chars de combat modernes, qui sont tous basés sur sa philosophie, la survie avant tout. Le mécanicien inconnu n'a pas gagné une bataille. Il a changé le visage de la guerre, prouvant que l'invincibilité n'est pas une question de science, mais d'obstination.